Salut à vous, nouvelle vidéo React. On va faire un tour d'horizon d'un ensemble d'événements dans l'AES. Nous allons lire ensemble les témoignages d'une ancienne personne qui a été recrutée par les groupes terroristes au Burkina Faso et il va expliquer l'enfer qu'ils vivent. C'était des visages familiers, des amis d'enfance devenus recruteurs et ils sont revenus dans son village en portant une promesse alléchante. Argent, moto, formation, femmes, bien évidemment. Ils envoient des jeunes comme moi pour pouvoir piéger les autres. C'est plus facile de convaincre un camarade de classe qu'un étranger. Séduit, puis pris au piège, Daouda découvre rapidement une réalité bien différente de celle qu'on lui avait vendue. Dans les bases, il n'y avait que la peur, la famine et la violence. Une fois enrôlé, Daouda est contraint de participer à des raids. Lorsqu'aucun butin n'est trouvé, chaque membre est sommé de financer les activités du groupe en versant leur propre bien, leur propre argent. C'est grâce à une opération des forces de défense et de sécurité, les FDS, que Daouda a pu s'échapper. Aujourd'hui, il vit caché, mais tient à alerter. Je veux que mes frères ne tombent pas dans le même piège. Restez avec vos familles, soyez vigilants et surtout dénoncez ceux qui tentent de vous enrôler. Les FDS, appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, poursuivent les opérations de reconquête du territoire. À chaque opération, elles lancent un message clair. La reddition est une chance. Le refus mène à la mort certaine. Ceux qui ne déposent pas les armes seront éliminés et abandonnés à la merci des charognards. C'est ce qu'a averti un officier des FDS. Dans les forêts, de plus en plus de combattants cèdent à la peur et choisissent de se rendre. Daouda, lui, espère que son témoignage en convaincra d'autres. Ce témoignage n'est pas un cas isolé. Partout au Burkina Faso, des jeunes sont ciblés par les réseaux d'enrôlement toujours plus ingénieux. Et il dit donc, ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. La vie qu'ils vous promettent n'existe pas. La vraie force, c'est de dire non, conclut Daouda. Un message clair, poignant, d'une personne qui a été là-bas et a vu que tout ce que promettent les terroristes, c'est le folklore. Tout ce que promettent ceux qui financent le terrorisme, c'est le folklore. Mais comme tu es déjà dans un endroit, tu as peur pour ta vie, tu as peur pour les autres, voilà, ça se passe mal en fait. Tu essaies de te soumettre, tout le monde a peur de son côté, on ne sait pas qui est traître. Parmi vous, il y a des gens qui jouent des doubles jeux, etc., etc. Il a pu s'en sortir de justesse. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup qui ne voulaient pas combattre contre leurs compatriotes se retrouvent 6 pieds sous terre, simplement parce qu'ils n'ont pas eu le courage de dire non ou de s'en aller. Et bien sûr, quand ce genre de témoignage fait surface, il n'y a aucune radio, aucun média de propagande. Tous ces médias voyous français là ferment la bouche. RFI, France 24, TV5 et j'en passe. Personne ne dit plus rien. Un membre du CNT malien a été pris en otage par les autorités ivoiriennes pour ses opinions. Rien que ça. Oui, il a été capturé et pris en otage pour ses opinions. L'arrestation de l'honorable Mamadou Awa Gassama, membre du Conseil national de la transition du Mali, alors qu'il se trouvait à Abidjan pour des funérailles, fait planer une ombre sur les relations déjà tendues entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Des sources crédibles confirment que M. Gassama a été interpellé et serait en attente d'une comparution devant un tribunal ivoirien. L'incident, qui survient dans un contexte de méfiance persistante entre les deux nations voisines, est officiellement lié à certains propos que M. Gassama aurait tenus sur les réseaux sociaux. Cette affaire intervient alors que les relations entre Bamako et Abidjan restent très délicates, marqué notamment par l'épisode de 49 soldats ivoiriens détenus au Mali en 2022. La détention de Mamadou Awa Gassama, quelle qu'en soit la justification légale, du moins par les autorités ivoiriennes, risque d'être interprétée à Bamako comme une nouvelle provocation, susceptible de compliquer davantage le dialogue entre les deux capitales. Petite pause. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous. Je publie quotidiennement des vidéos qui varient. Actualité, géopolitique, histoire, interview, react et analyse. Dans certaines vidéos, on rigole. Dans d'autres, le ton est beaucoup plus sérieux, mais on apprend toujours quelque chose. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer des sujets qui vous intéressent. Aussi, pour ceux qui veulent du contenu supplémentaire ou encore soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Il y a 2 forfaits, celui de 2,99 € et celui qui coûte moins de 10 €. À cette participation, vous avez droit à des vidéos hebdomadaires et à l'accès au groupe Telegram où on échange. Groupe où je partage également des informations qui ne peuvent être publiées. Dans le groupe Telegram, il y a plus de 200 vidéos qui n'existent pas sur la chaîne et nulle part ailleurs et qui traitent de sujets divers et variés,
toujours pour en apprendre plus. Voilà, c'est dit, revenons au sujet. L'interview du docteur Ali Kuntara sur le financement du terrorisme. Il nous fait de graves révélations très choquantes sur comment est financé le terrorisme. Et il nous donne en détail les différents mécanismes qui sont employés. Donc, dans une interview accordée à Abdoulaye Sako de l'émission Défense citoyenne sur l'ORTM, le docteur Ali Tunkara revient sur la situation sécuritaire du Mali, notamment quel était le but recherché par les terroristes en attaquant 7 localités de manière simultanée. Il faisait ça pourquoi? Quelles sont les origines des financements des terroristes? La réaction des forces armées maliennes face aux 7 attaques simultanées, face à ce cri de détresse en réalité des terroristes. Parce que le faire, c'est forcément un cri de détresse. Écoutons ça. Et par ces attaques, ces groupes veulent non seulement délégitimer les actions militaires en cours, lesquelles actions ont quand même défait un nombre important des quartiers généraux de ces groupes radicaux violents, mais dans le même temps, par ces attaques, ils veulent également susciter ou provoquer un sentiment d'aveu auprès des militaires au pouvoir et par là amener une partie des populations de part et d'autre à se révolter contre l'existant. Donc pour dire que les attaques simultanées relèvent d'une théorie tout à fait bien orchestrée, mais de cette théorie orchestrée, effectivement, la finalité recherchée, c'est de saper le moral des troupes et par là, amener les populations à contester l'élite militaire au pouvoir. Parlant des sources de financement de groupes radicaux violents, beaucoup de sources, qu'elles soient internes ou externes, sont mobilisables. On se souvient, parmi des éléments de groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, y compris certains éléments de l'État islamique, dont les hommes de Sahraoui, ont récemment séjourné en Libye, certains en Ukraine. Au retour de ces deux voyages, on a constaté sur des théâtres sensibles une maîtrise fine des drones par ces groupes radicaux violents. Donc naturellement, l'hypothèse d'avoir des États qui seraient à l'origine de ce groupe est une hypothèse aujourd'hui du point de vue scientifique qui est plausible. L'autre élément important, faut-il le rappeler, lorsqu'on regarde un peu les États de l'Alliance du Sahel, il y a quand même, ces États sont entourés par endroits par une sorte de voisinage qui ne serait pas du tout en phase avec ce qui se passe en termes d'action militaire. Donc avoir un environnement aussi hostile autour de soi, naturellement, les groupes radicaux violents peuvent non seulement avoir comme lieu de refuge ces pays voisins, mais dans le même temps, les armes aussi peuvent provenir de ces mêmes États. À cela, on peut aussi, sans aucune hésitation, ajouter toute cette recomposition en termes de géopolitique et même de la géostratégie à laquelle nous assistons. Rappelons quand même que les 3 États aujourd'hui sont en bite avec un certain nombre de puissances occidentales, en l'occurrence, lesquelles puissances n'hésiteront pas, sans aucune forme de conspiration, d'utiliser tous les moyens pourvu que ces derniers soient efficaces afin de porter un coup dur à la marche amorcée par ces 3 États. Donc il y a ces facteurs qui sont importants à évoquer pour comprendre le pourquoi du financement de ces groupes radicaux violents. Mais dans le même temps, il ne faut quand même pas aussi occulter les dynamiques locales en termes de financement. Par endroits, des ACAT sont prélevés sur des animaux et même sur des revenus légitimes des populations. Et dans le même temps, des routes clandestines qui sont empruntées par des jeunes en vue de traverser les eaux méditerranéennes. Tout au long de ces routes clandestines, des checkpoints font l'objet des raquettes ou font l'objet justement des paiements, des sommes parfois importantes. Auparavant, on en doutait. C'est vrai que quand on regarde un peu le début de la nébuleuse terroriste dans le contexte malien, effectivement, on avait des figures non maliennes qui étaient tout à fait visibles dans les régions dites nord du Mali. Mais en ce qui concerne les sources de financement, c'était des hypothèses qu'on émettait. Mais il suffit de regarder aujourd'hui le traitement qu'accorderait un certain nombre de pays à des acteurs qui sont hostiles à l'État du Mali. Il suffit de regarder, de communiquer, diffuser à partir de certains États hostiles à l'État du Mali. Naturellement, la théorie du complot, la thèse
du soutien factuel à des entrepreneurs de la violence ne souffrirait d'aucun doute. Donc, de ce fait, prenons le cas des pays comme l'Algérie ou même la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Admettons un seul instant qu'un Algérien se retrouve en France ou en Allemagne qui va justement tenir des propos offensants à l'égard de l'État algérien ou même justement soutenir des actions violentes à l'encontre de l'État algérien. Quel sort l'État algérien préserverait-il ou réserverait-il à cet Algérien qui vivrait en exil? De la même manière également, il est impensable justement qu'un Français se retrouve en Russie et que la Russie venait à l'accorder l'asile, que ces Français va continuer justement à saper le moral des troupes de Français qui sont engagés contre justement des groupes radicaux violents ou contre l'ennemi. De la même manière également, on a vu comment les États-Unis eux-mêmes qui sont étiquetés d'être les champions en termes de respect des droits de l'homme, en termes même d'aboutissement des pratiques démocratiques, des Américains qui ont montré le doigt à des violations dont certains Américains font l'objet de la part des Pentagones, ou même de la part des différents services de renseignement. On a vu quel sort a été réservé à ces Américains. Donc pour vous dire que lorsque sommes-nous engagés dans un conflit d'une telle intensité, tout acteur, tout État qui accorderait un quelconque soutien à ces entrepreneurs de la violence, de facto, il est partie intégrante justement du conflit et justement du problème. De ce fait, les accusations qui sont faites à l'égard de ces États ne sont pas que de simples accusations, sont justement aussi un appel à l'ensemble des Maliens pour dire attention, ce que ces États refuseraient à ce qu'on leur fasse, ce sont ces mêmes pratiques, effectivement, que ces États, aujourd'hui, sont en train de les faire ou de les diriger contre un État souverain. Alors, c'est vrai qu'on a vu la rigueur avec laquelle les attaques simultanées récentes ont fait l'objet, et de là, la ruée avec laquelle un nombre important de citoyens s'étaient dirigés vers les éléments de force de défense et de sécurité, sont un témoignage éloquent, justement, non seulement de la vivacité des éléments qui sont engagés dans ces environnements hostiles, mais dans le même temps, c'est aussi un témoignage éloquent à combien l'élite militaire au pouvoir est fortement engagée aujourd'hui à mettre un terme irrévocable à cette nébuleuse terroriste. Mais attention, cela ne veut pas dire que des attaques potentielles ne pourraient pas être dirigées de nouveau contre des positions de l'armée, mais lesquelles attaques peuvent sans aucun doute avoir des réponses tout à fait proportionnelles. Il suffit de regarder le niveau de maillage sécuritaire qui est en cours il y a 3 années de cela, en termes de déploiement des unités, en termes d'acquisition d'équipements, en termes même de changement de commandement de plus en plus très jeunes, sont des éléments, effectivement, qui nous laissent entendre que, certes, le phénomène s'appelle de longtemps, mais les réponses qui lui sont aujourd'hui opposées, naturellement, pourraient avoir un ancrage dans la durée. Un magnifique interview rempli de clarté. Il pose des mots simples, vraiment sans le blablatage médiatique qu'on a l'habitude d'entendre à chaque fois que ces questions sont ouvertement posées. Au Burkina Faso, des ONG étrangères sanctionnées pour non-conformité. Le gouvernement burkinabé a révoqué les autorisations d'exercer de plusieurs organisations non gouvernementales étrangères. Cette décision rendue publique par le ministère de l'administration territoriale fait suite au non-respect de l'obligation de signer une convention d'établissement, un document essentiel régissant leurs activités sur le territoire. Les ONG concernées par cette mesure sont la Coalition internationale des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs, en abrégé CICHFD. Bravo. L'Association Don Bartolomeo del Caudillo por Africa Ente del Terzo. Massa. Et c'est pas fini. Terzo Settore. Mince. Non, vraiment. Excusez ma bouche. Et il y a aussi Dignity, l'institution danoise contre la torture. L'Alliance pour une mine responsable, Europe. Donc tout cela sont actuellement sanctionnés. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de renforcement du contrôle et de la régulation des activités des organisations étrangères opérant sur le sol burkinabé. Parce qu'on le sait, beaucoup d'ONG servent en réalité de l'heure.
Ce sont les ONG en Afrique qui collectent principalement et transfèrent le renseignement stratégique. Et dites-vous que plus il y a des ONG dans des zones en conflit, là où il y a des conflits armés et consorts, régions frontalières, zones minières et j'en passe, plus ils sont présents. Et leur travail, c'est de collecter les informations sensibles, démographiques, politiques, économiques, militaires, qui sont ensuite transmises à des services de renseignement occidentaux. On a vu ça piluler durant la guerre froide. L'écrasante majorité des ONG qui étaient en Afrique, en réalité, travaillaient pour la CIA ou encore le MI6, et ce, dans tous les pays africains. Les ONG ensuite servent à manipuler l'opinion publique locale et internationale, bien évidemment. Les ONG influencent fortement la perception internationale à travers les rapports, les campagnes médiatiques en règle générale, les plaidoyers. Ils sont très forts dans les plaidoyers. Oui, l'ONG, il y a un là qui revient souvent, Human Rights Watch, a dit que dans tel endroit, 1 million de personnes sont mortes tués par les militaires du pays. Vraiment, ils sont trop forts pour ce genre de choses. Depuis qu'on voit la situation de l'AES, c'est toujours les ONG qui dénoncent ce nom. Donc, c'est le même principe. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent comme ça une orientation de la communication pour pouvoir soutenir les forces politiques pro-occidentaux et détruire ou alors salir les forces souverainistes des pays. Parce que leur travail, c'est de délégitimer tout régime qui est contre les intérêts des Occidentaux chez eux. Lors des différentes crises politiques en Côte d'Ivoire, Libye, les ONG ont systématiquement présenté des narratifs biaisés contre les dirigeants perçus comme non alignés aux intérêts des Occidentaux. Et ils ont toujours encouragé ceux qui étaient pro-Occident. Donc vraiment, c'est un travail actif des ONG. Les ONG, on le sait aussi, sont des canaux de financement d'intérêts de l'opposition ou alors des mouvements de révolte. C'est-à-dire que l'ONG reçoit le financement des pays occidentaux sous prétexte d'appui à l'aide de la société civile, mais ces fonds ne servent pas à aider le pays, non. Ça sert plutôt à financer des mouvements. L'ONG est simplement chargée de distiller l'argent là où il faut. Un peu va chez le rebelle pro-occidental là, l'autre va chez telle personne qui va aider à je ne sais quoi. Bref, ça permet de payer tout le monde globalement. Les ONG servent aussi à l'imposition de modèles idéologiques et sociaux. Et il y a quelques années, un de mes collègues a dû travailler pour une ONG dans le nord du Cameroun. Quand il est arrivé, il devait faire des photos, vidéos et tout. Quand il est arrivé, il a vu la situation dans l'extrême nord, la limite des territoires là, entre le Tchad et le Nigeria. Vraiment au niveau du bassin du lac Tchad là. Quand il est arrivé dans ces zones, il s'est rendu compte qu'en fait la société ne rythmait et ne vivait qu'au bon vouloir de l'ONG en question. Ce sont des zones tellement délaissées, tellement abandonnées, que ceux qui arrivent à leur apporter un semblant de solution, aussi infime soient-elles ces solutions-là, ils acceptent, ils prennent et ils remercient et ils sont reconnaissants à vie. Et c'est comme ça que ça devient beaucoup plus facile de recruter pour tout et n'importe quoi, peu importe ce qu'il faut faire, puisque le pays les délaisse, le pays les abandonne, ce sont des zones délaissées. Donc pour peu que vous leur apportez 50 000 francs par mois, par trimestre, vous êtes littéralement vénéré. Et c'est donc comme ça qu'il a vu et compris les méthodes utilisées sur le terrain. Quand il nous l'a raconté, on avait le sang froid. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas leur manière de faire l'agriculture, on ne te donne pas l'argent, on ne te donne pas le financement, on ne te donne pas les ressources. Si tu ne respectes pas leur manière de faire l'élevage, si tu ne respectes pas les produits qu'ils te demandent d'injecter au bœuf, toi tu es un pasteur dans le sens de éleveur et agriculteur. Tu connais ton métier, tu vis dans la zone, tu connais la région, tu as tes techniques ancestrales, mais tu ne peux pas les utiliser parce que tu dépends financièrement de la personne qui va décider ou non de te donner des ressources si jamais tu acceptes d'utiliser sa méthode. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir sur le terrain. Imaginez un temps soit peu ce qu'on ne voit pas. Parce que sous couvert d'éducation ou de sensibilisation, les ONG là, en fait, imposent une norme culturelle, une norme morale, une norme politique. Et dès que votre tête ne leur plaît plus, ils se contentent de dire, voilà, regarde, ceux qui vous ont délaissé là veulent encore nous empêcher de vous donner les petites miettes qu'on arrive à vous donner. Prenez les armes et allez les attaquer. C'est toujours via les ONG que les plus ultras s'installent, non? Et généralement, leurs cultures sont en contradiction avec les cultures de chez nous. Donc, ça crée forcément des tensions internes. Et c'est comme ça que ça affaiblit le tissu socio-culturel. Et vous entendez des concepts qui nous sont complètement étrangers. On va venir nous parler de patriarcat dans un pays où on n'arrive pas à fabriquer le cuidant. Les ONG permettent aussi la prise de contrôle et la surveillance dans les secteurs stratégiques. Ils imposent toujours leur présence dans les secteurs sensibles, bien évidemment. Vous ne les verrez jamais dans des endroits de manière aléatoire. C'est toujours des secteurs importants. La santé, l'éducation, la gouvernance,
Tout ce qui est gouvernance électorale et j'en passe. Le droit humain, ils adorent ce mot. La justice traditionnelle. Ils n'arrivent pas à comprendre nos traditions, mais ils veulent être dans la justice traditionnelle, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ces ONG exercent un pouvoir d'influence considérable, bien au-delà des institutions locales même. C'est-à-dire que si une ONG a dit, vous voyez comment les institutions du pays se couchent. On a plein d'ONG médicales qui ont monopolisé la réponse à certaines épidémies en Afrique. Ce qui relègue les ministères de la Santé au second plan. L'ONG a dit ça. Donc, nos ministères de la Santé font ça. Point à la ligne. Les ONG servent d'intermédiaires pour pouvoir canaliser l'aide au développement. Cette aide est toujours conditionnée et n'aide jamais à développer. Ils ont aussi une capacité terrible à faire ce que je vais appeler la création d'une société civile parallèle. En gros, ils mettent en place une société civile composée de leaders formés par eux, financés par eux, idéologiquement alignés sur l'Occident. Et toutes ces figures deviennent des relais immédiats de l'influence étrangère au sein même de l'opinion publique. Et il y a évidemment une de leurs activités championnes. C'est la perturbation de l'équilibre économique. L'aide humanitaire massive, mais surtout mal calibrée, mal distribuée, très peu surveillée. Ça fait quoi? Ça tue les initiatives. Quelque part, ça joue dans un ensemble. Je comprends très bien l'argument de ceux qui disent qu'il faut arrêter en fait avec les ONG et les aides à tout va en Afrique. Ce que les Mr Beast faisaient là. C'est-à-dire, tu arrives dans une localité et puis voilà, tu construis 100 puits, tu construis des écoles. Pas que ça n'aide pas la population. En fait, à l'échelle micro, on a l'impression que c'est beau, c'est bien. Ça nous rend quelque part philanthrope. On aime l'idée. On aime l'idée de gagner, de donner, n'est-ce pas? Et ce sont les arguments qui sont souvent revenus. C'est que ça déresponsabilise les gouvernements locaux. C'est de toute façon, on ne va pas s'occuper de la région, là, on ne va pas s'occuper de la zone là, on ne va pas s'occuper des problèmes de cette population parce que voilà, une ONG va s'en charger. Au niveau de la population aussi, on a dit, c'est conditionné. Faites comme on dit ou on ne vous donne rien. La meilleure manière pour eux encore de faire quoi que ce soit, c'était d'arriver, partager l'argent à des familles et les laisser se débrouiller, voir comment est-ce que les choses vont s'organiser toutes seules. Mais non, eux, ils imposent les trucs. Avec ce paternalisme habituel de se dire, ils ne pourront pas gérer eux-mêmes l'argent, on doit être là à les surveiller. Et après maintenant, il y a ce biais cognitif-là chez les dirigeants d'ONG qui, médiatiquement, sont toujours des gens qui sont très propres sur eux, irréprochables. Mais dans les faits, vu qu'ils sont habitués à être déifiés, finissent vraiment volontairement ou involontairement par créer une sorte de complexe de Dieu très bizarre, où ils se disent tout puissants, impunis, impunissables. Et c'est là que commence la multiplication d'actions extrêmement dégueulasses. Entre viol, abus, trafic humain et j'en passe. Ou même parfois, l'ONG se crée pour pouvoir faire ces différents trafics-là en toute impunité et sous couvert de la barrière morale d'une ONG. Donc, il faut vraiment qu'on surveille ce qui entre dans nos territoires. Le Burkina Faso mobilise plus de 100 milliards de francs CFA pour le fonds de soutien, un fonds. Le fonds de soutien patriotique au premier semestre de 2025. Le Burkina Faso a réalisé une performance remarquable en mobilisant 101 milliards 804 millions 260 948 francs CFA pour le fonds de soutien patriotique FPS au cours du semestre de l'année 2025. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre lors de la deuxième session du Conseil d'orientation du FSP. Cette somme significative témoigne de l'engagement des citoyens et des partenaires du Burkina Faso à contribuer aux efforts de développement et de stabilité du pays. Le FSP joue un rôle crucial dans le financement de projets prioritaires, notamment dans les domaines de la sécurité, du développement économique et de l'action sociale visant à améliorer les conditions de vie des populations en règle générale. Et ici au Niger, on peut lire plus de 17 milliards de francs CFA pour reverdir le Sahel et combattre le changement climatique. Le Niger passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre la désertification et le changement climatique. Le gouvernement nigérien et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont signé le 3 juillet 2025 un accord de financement colossal de plus de 17 milliards de francs CFA. Ce partenariat d'envergure est destiné à revitaliser les terres dégradées dans le cadre de l'ambitieuse initiative de la Grande Muraille Verte. Le projet baptisé Souragua est une véritable bouffée d'oxygène pour l'environnement et les communautés locales. Ses objectifs sont clairs et ambitieux. Restaurer plus de 265 000 hectares de terre, redonnant vie à des écosystèmes entiers. Mettre en place 700 épinaires communautaires impliquant directement les populations dans l'effort de reboisement. Former 1000 groupes locaux
aux meilleures pratiques de gestion durable des ressources naturelles, assurant ainsi la pérennité des actions. En plus des bienfaits environnementaux et socio-économiques, Suragua s'engage également à réduire les émissions de CO2, contribuant activement à l'atténuation du changement climatique. Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large de la Grande Muraille Verte, un projet panafricain mobilisant 8 pays déterminés à endiguer la dégradation des terres, l'insécurité alimentaire et l'effet dévastateur du changement climatique sur le continent. Rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'entendre sur vous ne devez pas couper vos arbres parce que machin, vous ne devez pas exploiter vos ressources parce que machin climatique. Non, au contraire, là, le projet sert plutôt au fait de créer de nouvelles ressources qui vont permettre le développement des choses ou l'amélioration des choses. Au Mali, le CNT prolonge la transition de 5 ans renouvelable et ouvre la voie à l'éligibilité du président et du gouvernement. Le Conseil national de la transition a voté le jeudi 3 juillet 2025 en faveur d'une révision majeure de la charte de la transition. Avec un score sans appel de 131 voix pour et 0 voix contre ainsi que 0 abstention, les membres du CNT ont entériné des changements qui pourraient transformer le paysage politique malien. La principale innovation est cette révision et extension de la durée de la transition à 5 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire jusqu'à la pacification complète du pays. Cette décision prise à compter de la promulgation de la charte révisée vise à offrir la stabilité nécessaire pour résoudre les défis sécuritaires persistants au Mali. Cependant, la charte prévoit également la possibilité d'écourter cette période dès que les conditions seront réunies pour l'organisation d'élections crédibles. Autre point crucial de cette nouvelle charte, l'éligibilité du président de la transition, des membres du gouvernement de la transition et des membres du CNT aux élections présidentielles et générales futures. Cette disposition marque un tournant significatif, potentiellement ouvrant la porte à la participation des acteurs actuels de la transition aux prochaines échéances électorales. Enfin, la nouvelle charte intègre la Constitution du 22 juillet 2023, établissant clairement sa primauté. En cas de contradiction entre les deux textes, les dispositions de la communauté s'appliqueront, garantissant ainsi le respect de la loi fondamentale. Vraiment, tout ce bavardage-là, du moins ceux qui veulent ce bavardage absolument toujours et continue, ne réalisent peut-être pas que le pays n'est pas toujours sorti de l'affaire et qu'il y a toujours de grands conflits en cours actuellement. Mais bon, ce sont des parlementaires, ce sont des bureaucrates, il y a toujours beaucoup de personnes qui veulent bavarder, écrire, alors que ça ne sert à rien. Ça n'a jamais été des bavardages venus des écrits inutiles qui ont permis au peuple de s'en sortir. C'est toujours par l'action. Ils ne peuvent d'ailleurs le faire que parce qu'il y a des gens qui agissent sur le terrain. J'espère que ça va rester marqué dans leurs esprits. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.